L'histoire de Madame Eugénie. Une femme qui ne s'est pas laissée faire maman, tu as peut-être travaillé toute ta vie, mais ton argent maintenant est à moi. Je suis Madame Eugénie, 73 ans. Et ces maudits mots sont sortis de la bouche de ma propre fille. Et je jure par la mémoire de mon défunt mari que jamais je n'aurais pensé entendre quelque chose comme ça. Alors, écoutez bien cette histoire parce que ce que je vais vous raconter va remuer quelque chose en vous et à la fin dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Et dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez? Parce que cette histoire doit arriver à ceux qui doivent l'entendre. Mais reprenons par le commencement, mon enfant, pour que vous compreniez bien comment nous en sommes arrivés là. Il faut que je vous raconte qui je suis. Toute ma vie, j'ai été une femme travailleuse depuis l'âge de 15 ans qui me lève avant le soleil. D'abord, j'ai travaillé dans une boulangerie, puis dans une usine textile et les 20 dernières années, j'ai eu ma petite mercerie ici à Lyon. Rien d'extraordinaire, mais honnête. Mon Théodore, qu'il repose en paix, et moi avons élevé 2 enfants, Célestine et Augustin. Nous leur avons donné tout ce que nous pouvions et aussi ce que nous ne pouvions pas. Nous sommes restés sans dîner bien des fois pour qu'ils aient des livres pour l'école. J'ai vendu ma seule belle robe pour payer l'université de Célestine. Et vous savez quoi? Je ne regrette pas. Une mère fait ce qu'elle doit faire. Quand mon Théodore est tombé malade il y a 5 ans, j'ai dépensé jusqu'au dernier centime que j'avais en médecins, médicaments, traitements. Ça n'a servi à rien, mais j'ai tout essayé. L'homme de ma vie est parti et je suis restée seule dans cette maison où nous avons été heureux pendant 48 ans. Mes enfants, eh bien, ils avaient leur propre vie. Célestine s'est mariée avec un comptable. Ils ont une belle maison à Villeurbanne. Augustin habite à Marseille, travaille dans une entreprise informatique, tous les 2 professionnels, Dieu merci. Moi je suis restée ici avec mes souvenirs et ma routine, mon petit café du matin, ma mercerie l'après-midi. Une vie simple mais tranquille jusqu'à il y a 3 semaines. Célestine a commencé à venir plus souvent. Au début j'étais contente. Comme c'est bien que ma fille se souvienne de maman, pensais-je. Elle arrivait avec des gâteaux, me demandait comment j'allais, nous parlions du bon vieux temps, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses visites. Elle regardait toujours la maison avec beaucoup d'attention. Elle posait des questions bizarres. Maman, est-ce que tu as tous tes papiers en ordre? Ah, as-tu déjà pensé à ce qui va arriver à la maison quand tu ne seras plus là? Je lui disais de ne pas s'inquiéter pour ces choses, qu'il me restait encore beaucoup d'années, mais elle insistait, il vaut mieux avoir tout préparé, maman, par précaution. Par précaution. Ces mots ont commencé à sonner très fréquemment dans sa bouche. Un après-midi, elle m'a apporté des brochures. Maison de retraite, disait-elle. Regarde, maman, comme elles paraissent belles. Elles ont des jardins, des activités, des gens de ton âge. Tu ne serais pas seule. Mais je ne suis pas seule, lui ai-je dit, j'ai mes voisins, j'ai ma mercerie, j'ai ma maison. Oui, maman, mais ne trouves-tu pas que cette maison est trop grande pour toi toute seule et si quelque chose arrive et que personne ne s'en aperçoit? Elle a commencé à planter des doutes dans ma tête. Elle a commencé à me faire sentir comme si j'étais un fardeau, comme si j'étais un poids pour elle. Et moi qui avais toujours été forte, j'ai commencé à douter. J'ai commencé à penser qu'elle avait peut-être raison, que j'étais peut-être trop vieille pour m'occuper de moi-même. Quelle sotte j'ai été. La semaine dernière, elle est arrivée très tôt, vers 7 heures du matin. Elle portait des papiers à la main et ce sourire que je sais maintenant qui était faux. Maman, il faut que tu me rendes un service, m'a-t-elle dit. Il faut que tu signes ceci. Les papiers paraissaient importants, beaucoup de textes que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que c'est, ma fille? C'est pour te protéger, maman, pour que ton argent et ta maison soient en sécurité. À ton âge, il vaut mieux que quelqu'un de plus jeune se charge de tout. Par précaution si quelque chose t'arrive. Encore ce par précaution. Mais je vais bien. Je lui ai dit, oui, maman, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux prévenir. En plus, je suis comptable, je comprends ces choses. Fais-moi confiance. Et j'ai fait confiance. Bien sûr que j'ai fait confiance. C'était ma fille, la petite que j'avais portée dans mes bras quand elle était bébé, à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais aidé avec ses devoirs de maths pendant des années. J'ai signé sans bien lire. J'ai signé parce que je pensais que ma fille prenait soin de moi. C'est là que je me suis trompée pour la première fois. Parce que 2 jours plus tard, quand je suis allée à la banque retirer de l'argent pour acheter du matériel pour la mercerie, c'est là que j'ai entendu ces mots que j'ai dit au début. Maman, tu as peut-être travaillé toute ta vie, mais ton argent maintenant est à moi. Et à ce moment-là, mon enfant, mon monde s'est écroulé. Le lendemain après que Célestine m'ait dit ces mots, je n'arrivais pas à croire ce que j'avais entendu. Je pensais que j'avais peut-être mal compris, que mon oui ne marchait plus bien, parce que ma propre fille, mon propre sang ne pouvait pas m'avoir dit ça.
Mais j'étais là debout dans ma cuisine, regardant comme elle partait dans sa voiture neuve. Une voiture que je n'avais jamais pu avoir en travaillant toute ma vie, mais qu'elle avait. Et j'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée dans le salon assise dans le fauteuil où mon Théodore et moi regardions les feuilletons en pensant, me rappelant chaque mot que Célestine m'avait dit ces dernières semaines. Par précaution, cette phrase ne sortait pas de ma tête. Le matin suivant, j'ai décidé d'aller à la banque. Non pas parce que je me méfiais, eh bien, si je me méfiais un peu, mais il fallait que je sache ce que signifiaient ces papiers que j'avais signés. La banque était à 4 pâtés de maison de chez moi. J'y allais toujours à pied. À mes 73 ans, j'ai encore des jambes solides. Le travail dur vous maintient comme ça. Je suis arrivée vers 10 heures du matin. Il y avait beaucoup de monde, comme toujours. Je suis entrée dans la file, j'ai attendu mon tour. Quand finalement on m'a reçu, j'ai dit au caissier que je voulais vérifier mon compte. Bien sûr, madame. Donnez-moi le numéro de votre compte et une pièce d'identité. J'ai donné mes papiers. Il a tapé sur l'ordinateur et puis il m'a regardé avec une drôle de tête. Madame, êtes-vous sûre du numéro de compte? Bien sûr que j'en suis sûre. C'est le même compte que j'ai depuis 20 ans. Il a retapé. Il a froncé les sourcils. Madame, ce compte n'existe plus. Il a été fermé il y a 3 jours. J'ai senti comme si on m'avait versé de l'eau glacée dessus. Comment ça fermer? Fermé par qui? Par la titulaire autorisée, mademoiselle Célestine Moreau. Selon les documents que nous avons ici, madame a donné plein pouvoir sur ses comptes. Le sang m'est monté à la tête. Et l'argent? Où est mon argent? Il a été transféré sur le compte personnel de mademoiselle Moreau. Tout le processus est légal, madame. Madame a signé les documents. 50 ans de travail, 50 ans à économiser centime par centime. Tout ce que j'avais amassé pour mes dernières années, pour ne pas être un fardeau pour personne, avait disparu. Combien y avait-il dans ce compte? Ai-je demandé, bien que ça n'ait plus d'importance. Le caissier a vérifié sur l'ordinateur. 85 000 euros, madame. 85 000 euros. Ce n'était peut-être pas beaucoup pour certains, mais pour moi c'était tout. C'était ma tranquillité. C'était savoir que je pouvais payer mes médicaments, ma nourriture, mes dépenses sans rien demander à personne. Je suis sortie de la banque comme un zombie. J'ai marché ces 4 pâtés de maison sans rien voir, sans rien entendre, pensant seulement à ces chiffres. 85 000 euros. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis assise sur le canapé et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Célestine était venue avec ses papiers. Je les avais signés en pensant qu'elle m'aidait et elle avait pris tout mon argent. Mais pourquoi? Elle avait du travail. Elle avait son mari, qui travaillait aussi. Ils avaient leur belle maison. Pourquoi avait-elle besoin de mon argent? Cet après-midi-là, vers 5 heures, la sonnette a retenti. C'était elle encore. Elle est arrivée avec ce même sourire faux de toujours. Salut, maman. Comment vas-tu, Célestine? Je lui ai dit, il faut que tu m'expliques quelque chose. Je suis allée à la banque aujourd'hui. Son sourire s'est un peu évanoui. Ah, oui. Et pourquoi es-tu allée à la banque, maman? Pour vérifier mon compte et on m'a dit que je n'avais plus de compte. On m'a dit que tu avais pris tout mon argent. Elle s'est assise en face de moi dans le fauteuil de mon Théodore. Elle s'est installée comme si de rien n'était. Maman, je t'ai déjà expliqué. Il était nécessaire de faire cela pour protéger ton patrimoine. Protéger de qui? De toi-même. Ne sois pas dramatique, maman. L'argent continue d'être le tien, seulement maintenant il est plus en sécurité. Plus en sécurité sur ton compte que sur le mien. Maman, tu es déjà vieille. Et si quelqu'un profite de toi? Et si on te vole? Il vaut mieux que je m'occupe de tout. Je l'ai vue là assise si tranquille, me parlant comme si j'étais une enfant, comme si 50 ans de travail ne signifiaient rien, comme si je n'avais pas le droit sur mon propre argent. Et si c'est mon argent, comme tu le dis, rends-le-moi. Je ne peux pas faire ça, maman. Les papiers sont déjà signés. En plus, j'ai déjà parlé avec un endroit très beau pour personnes âgées. Ça s'appelle Villa Espérance. Il y a des jardins, des activités, des infirmières 24 heures sur 24. Je ne veux aller nulle part. Je veux rester dans ma maison. Cette maison est trop grande pour toi, maman, et trop chère à entretenir. Il vaut mieux la vendre. Vendre ma maison. La maison où j'ai vécu avec ton père. Maman, papa n'est plus là. Et tu ne peux pas vivre ici seule pour toujours. Je me suis levée du canapé. Je sentais que ma tête allait exploser. Célestine,
Cette maison est à moi et cet argent était à moi. Tu n'as pas le droit. Si, j'ai le droit, maman. Sa voix a changé. Elle n'était plus douce, elle ne faisait plus semblant. J'ai tous les droits que tu m'as donnés quand tu as signé ces papiers, mais tu m'as dit que c'était pour me protéger et c'est pour te protéger de toi-même. C'est là qu'elle m'a dit ces mots qui se sont plantés dans mon âme comme des poignards. Maman, tu as peut-être travaillé toute ta vie, mais ton argent maintenant est à moi et cette maison aussi. C'est comme ça et ça va continuer comme ça. Elle s'est levée, a pris son sac et a marché jusqu'à la porte. Je te donne une semaine pour t'habituer à l'idée. Après je vais commencer les démarches pour vendre cette maison. Avec cet argent et ce que tu as déjà économisé. Enfin, ce que j'ai économisé maintenant. Tu peux payer la résidence pendant beaucoup d'années. Et si je ne veux pas y aller? Elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui a gelé mon sang. Maman, tu n'as plus le choix. Les papiers sont signés légalement. Je suis la propriétaire de tout. Tu peux y aller gentiment ou je peux appeler les services sociaux et dire qu'une personne âgée vit dans des conditions inadéquates. Tu me menaces? Non, maman, j'explique la réalité. Et elle est partie. Elle est partie me laissant là debout dans ma maison, qui n'était plus à moi, avec mon argent qui n'était plus à moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dîné. Je suis restée assise dans la cuisine regardant les photos de mon Théodore que j'ai sur la table, pensant à tous les sacrifices que nous avions faits pour nos enfants, à toutes les nuits que nous étions restés sans dîner pour qu'ils aient à manger, à tous les dimanches que nous n'étions pas allés nous promener pour économiser de l'argent pour leurs études. Et j'ai pensé à mon Théodore, à ce qu'il m'aurait dit s'il avait été là. Eugénie, il m'aurait dit, ne te laisse pas faire. Tu ne t'es jamais laissé faire. Et il avait raison. En 73 ans de vie, je ne m'étais jamais laissé faire par personne. Pas quand j'étais jeune et que les patrons voulaient me payer moins. Pas quand certains clients ont essayé de me tromper à la mercerie. Pas quand les médecins nous ont dit qu'il n'y avait rien à faire pour mon Théodore et que j'ai continué à chercher des options. Pourquoi allais-je commencer maintenant? Célestine pensait qu'elle avait déjà gagné, que sa maman était une vieille qui allait se taire, qui allait accepter qu'on l'envoie dans un hospice pendant qu'elle dépensait l'argent qu'elle avait sué pendant 50 ans. Mais elle ne me connaissait pas bien, parce que cette nuit-là, pendant que j'étais assise dans cette cuisine où j'avais pris le petit déjeuner avec mon mari pendant 48 ans, j'ai commencé à réfléchir, à planifier. Célestine voulait jouer avec les règles du papier, avec des avocats et des documents légaux, mais moi j'allais jouer avec les règles de la vie et dans ces règles j'avais beaucoup plus d'expérience qu'elle. La guerre ne faisait que commencer. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Non pas seulement parce que j'étais triste, mais parce que je planifiais. Et quand une femme de 73 ans planifie quelque chose, mon enfant, elle le fait avec toute l'expérience qu'elle a accumulée dans la vie. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon compère Raphaël. Il avait travaillé avec moi à la mercerie pendant 15 ans avant de prendre sa retraite. Mais avant cela, il avait été policier pendant 20 ans. Si quelqu'un savait comment enquêter sur les choses, c'était lui. Eugénie, m'a-t-il dit quand je lui ai tout raconté. Es-tu sûre de ce que tu me dis? Ce n'est pas possible que Célestine ait fait ça. Aussi sûr que mon Théodore n'est plus avec nous, compère. Il y a eu un long silence de l'autre côté du téléphone. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai besoin que tu m'aides à enquêter sur certaines choses. Tu sais comment faire ces choses. Moi pas. Enquêter sur quoi? Je veux savoir dans quoi elle dépense mon argent. Je veux savoir pourquoi elle avait besoin de 85 000 € si urgemment. Et je veux savoir si je suis la seule avec qui elle a fait ça. Raphaël est resté silencieux un moment. Puis il a soupiré. Donne-moi 2 jours, compère, et prépare-toi, parce que si ce que tu soupçonnes est vrai, tu ne vas pas aimer ce qu'on va trouver. Pendant que j'attendais, j'ai décidé de faire ma propre enquête. Célestine pensait que sa maman était une vieille qui ne comprenait rien à la vie moderne, mais elle avait oublié quelque chose d'important. À la mercerie, j'avais appris à travailler avec des ordinateurs pour tenir les comptes et chercher des fournisseurs. Et ma voisine Geneviève, qui a dans les 30 ans, m'avait appris à utiliser ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Au début, je ne voyais pas l'intérêt, mais maintenant ça allait être très utile. J'ai cherché le profil de Célestine sur Facebook. Elle était la souriante dans toutes les photos comme si elle était la personne la plus heureuse du monde. Mais quand j'ai commencé à bien regarder ces photos des dernières semaines, c'est là que j'ai commencé à tout comprendre. Des photos dans des restaurants chers, elle et son mari trinquant avec des vins qui coûtaient plus que ce que je gagnais en une semaine. Des photos de sacs de marque, de chaussures neuves, une montre qui paraissait très chère au poignet de son mari et la photo qui m'a le plus fait mal, elle dans une bijouterie montrant des boucles d'oreilles en diamant, célébrant que finalement nous pouvons nous offrir quelques luxes, disait le commentaire. Avec mon argent, avec l'argent que j'avais sué pendant 50 ans, elle se payait des luxes, mais ce n'était pas tout.
J'ai continué à regarder et j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une conversation dans les commentaires d'une de ses photos. Une amie écrivait « Comme c'est bien que ce soit finalement réglé l'affaire de ta mère. Tu m'avais déjà raconté qu'elle était très têtue pour comprendre que c'était le mieux pour elle. » Et Célestine répondait « Oui, au final c'était plus facile que je ne pensais. Les petites vieilles sont très confiantes quand elles croient que tu t'occupes d'elles. Les petites vieilles sont très confiantes. » Ces mots m'ont frappé en plein cœur. C'est comme ça qu'elle me voyait, comme une petite vieille confiante dont on pouvait profiter. Le 3e jour, Raphaël est arrivé chez moi. Il avait une tête que je connaissais bien, la même tête qu'il faisait quand il était policier et qu'il devait donner de mauvaises nouvelles à quelqu'un. « Assieds-toi, compère, m'a-t-il dit. Et prépare-toi. » Il s'est assis dans le fauteuil, a sorti des feuilles de son sac et a commencé à parler. Célestine et son mari ont des dettes, Eugénie. Beaucoup de dettes. La belle maison qu'ils ont à Villeurbanne, ils la doivent entièrement. La voiture neuve qu'elle a financée. Les cartes de crédit, tout au maximum. Mais comment? S'ils travaillent tous les deux. Oui, ils travaillent, mais ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, beaucoup plus. Ils vivent une vie qu'ils n'arrivent pas à payer. Il m'a montré des papiers qu'il avait obtenus. Ne me demande pas comment, mais Raphaël a toujours eu ses contacts. Ils doivent plus de 500 000 €, compère. Entre l'hypothèque, les voitures, les cartes, ils se noient. 500 000 €. Et moi qui pensais que 85 000 c'était beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'elle avait besoin de mon argent. Ton argent c'était juste pour sortir du pétrin immédiat, pour payer quelques cartes et ne pas être fiché aux incidents de paiement. Mais ce qu'elle veut vraiment c'est vendre ta maison. C'est là que j'ai compris tout le plan. Célestine n'avait pas seulement volé mes économies, elle avait volé ma maison aussi. Et tout ça pour maintenir une vie de mensonge, une vie qu'elle ne pouvait pas payer. Il y a plus, m'a dit Raphaël. Plus? Qu'est-ce qui peut être pire que ça? J'ai trouvé qu'elle et son mari avaient regardé d'autres maisons de retraite avant de t'apporter les papiers. Des endroits pas chers, très pas chers. Combien pas chers? 800 € par mois, Eugénie. Des endroits où ils ne te donnent qu'une petite chambre et 2 repas par jour. Des endroits où les gens vont pour, eh bien, attendre la mort. Le sang m'est remonté à la tête. Célestine avait planifié de me voler tout et puis de m'envoyer dans un endroit où j'allais pourrir pour 800 € par mois. Pendant ce temps, a continué Raphaël, ta maison peut être vendue pour au moins 400 000 €. Avec ça et les 85 000 qu'elle t'a déjà volés. Ils sortent des dettes et il reste encore de l'argent pour continuer à vivre comme des riches. Je suis restée silencieuse un moment, regardant ces papiers, comprenant que ma propre fille avait planifié chaque détail de ma destruction. « Et qu'est-ce que tu me dis d'Augustin » ai-je demandé. « Il sait quelque chose de tout ça » Raphaël a secoué la tête. « Augustin ne sait rien. En fait, Célestine lui a dit que tu avais décidé d'aller volontairement dans une maison de retraite parce que tu te sentais très seule, que tu avais décidé de vendre la maison parce que c'était trop cher à entretenir et il a cru. Il est à Marseille en train de travailler beaucoup, il ne parle avec Célestine que de temps en temps. Elle lui a envoyé des photos de quelques beaux endroits. Elle a dit que tu étais enthousiaste avec l'idée. Mon fils cadet, qui avait toujours été le plus noble des deux. Il croyait que sa maman était heureuse avec le plan d'aller dans un hospice. Mais il y a quelque chose d'autre que j'ai trouvé, m'a dit Raphaël. Quelque chose qui va t'intéresser. Quoi? Les papiers que tu as signés ont quelques problèmes légaux. Quel genre de problème? L'avocat qui les a faits n'a pas toute la documentation nécessaire et il y a quelques signatures qui paraissent étranges, comme si elles avaient été faites très rapidement, sans que tu lises bien les documents. C'est là qu'une lumière s'est allumée dans ma tête. Tu es en train de dire que ces papiers peuvent être annulés? Je suis en train de dire qu'il y a des possibilités, mais tu aurais besoin d'un bon avocat et ça coûte de l'argent. De l'argent que tu n'as plus. Je suis restée à réfléchir. Célestine pensait qu'elle avait parfaitement joué ses cartes, qu'elle avait couvert tous les angles, que sa maman n'avait aucun moyen de se défendre, mais elle avait commis une erreur, une très grosse erreur. Elle avait oublié que je n'étais pas seulement sa maman. J'étais une femme qui avait survécu 73 ans dans ce monde. Une femme qui s'était battue pour chaque centime qu'elle avait gagné. Une femme qui avait appris que dans la vie, quand quelqu'un te trahit, tu ne peux pas rester les bras croisés. Raphaël, ai-je dit, il me faut que tu m'obtiennes un rendez-vous avec le meilleur avocat que tu connaisses. Eugénie, j'ai déjà dit que ça coûte de l'argent. L'argent, je vais le trouver. Tu n'as qu'à m'obtenir le rendez-vous. Cette nuit-là, après que Raphaël soit parti, je suis restée seule encore dans ma cuisine. Mais cette fois je n'étais pas triste, cette fois j'étais en colère, très en colère.
Et quand une femme de 73 ans se met vraiment en colère, quand elle a toutes les cartes claires et sait exactement qui l'a trahi et comment, c'est là qu'elle devient dangereuse. Célestine avait commencé une guerre en pensant que j'étais une vieille sans défense, mais elle s'était trompée et maintenant elle allait découvrir de quoi sa maman était vraiment faite. Le problème de ne pas avoir d'argent quand on a besoin d'un avocat, c'est que les bons avocats ne travaillent pas gratuitement et les pas chers. Eh bien, il y a une raison pour laquelle ils sont pas chers, mais j'avais quelque chose que Célestine ne savait pas que j'avais. Des contacts. 50 ans de travail, ça donne beaucoup de contacts, mon enfant. Et quand on est une personne honnête, quand on tient toujours parole, les gens se souviennent de vous. À la mercerie, j'avais fourni des tissus à beaucoup de monde, magasins. Couturière, tailleur et un de mes clients les plus fréquents avait été un avocat qui s'appelait Maître Beaumont. Maître Beaumont avait un grand cabinet d'avocats ici à Lyon. Pendant 10 ans, chaque fois qu'il avait besoin de tissus spéciaux pour son bureau ou pour sa maison, il m'appelait, rideaux, tapisserie, toujours des matières de première qualité, du travail fin et il me payait toujours bien, toujours à temps et il me disait toujours, Eugénie, si un jour vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à m'appeler. Le moment était venu de réclamer cette faveur. J'ai appelé un jeudi matin. Sa secrétaire m'a passé l'appel immédiatement. Madame Eugénie, m'a-t-il dit de cette voix forte qu'il avait toujours. Comment allez-vous? Il y a longtemps que je n'ai pas de vos nouvelles. Maître Beaumont, j'ai besoin de demander une faveur, une très grosse faveur. Dites, Madame Eugénie, vous savez que je vous estime beaucoup. J'ai tout raconté, toute l'histoire depuis le début, les papiers, la banque, les menaces de Célestine, les dettes que j'avais découvertes, tout. Il est resté silencieux un moment. Madame Eugénie, m'a-t-il dit finalement, ce que vous me racontez est très grave. Êtes-vous sûre de tout cela? Aussi sûre que vous me parlez maintenant. Il faut que je voie ces papiers que vous avez signés. Pouvez-vous venir à mon bureau demain? J'y serai. Le lendemain, je suis arrivé au bureau de Maître Beaumont. Tout continuait pareil à la dernière fois que j'y étais il y a environ 3 ans. Les mêmes rideaux que j'avais fournis, bien entretenus, impeccables. Il m'a reçu dans son bureau personnel, le plus grand. Il paraissait plus vieux que la dernière fois. Mais il avait les mêmes yeux intelligents de toujours. Voyons, Madame Eugénie, montrez-moi ces documents. J'ai sorti les copies que j'avais gardées. Il a mis ses lunettes et a commencé à les examiner avec beaucoup d'attention. De temps en temps il prenait des notes dans un carnet. Après 20 minutes il a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Madame Eugénie, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Donnez-moi d'abord les mauvaises. Les documents sont bien faits légalement. Votre fille n'a commis aucune erreur technique. Vous avez effectivement donné plein pouvoir sur vos biens à elle. J'ai senti comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Et les bonnes? Les bonnes nouvelles sont multiples. Premièrement, ces documents peuvent être contestés pour erreur et abus de confiance. Deuxièmement, il y a des témoins que vous ne compreniez pas complètement ce que vous signez. Troisièmement, le fait qu'elle ait agi si rapidement après les signatures montre qu'il y avait préméditation. Des témoins? Quels témoins? Votre voisine, Madame Geneviève. Raphaël m'a dit qu'elle a vu quand votre fille est arrivée ce matin-là avec les papiers, que vous paraissiez confuse. Et Monsieur Bernard a aussi vu quand vous êtes sortie de la banque ce jour-là très bouleversé. Maître Beaumont s'est appuyé dans sa chaise, la même dont j'avais fourni le tissu il y a 5 ans. Mais nous avons besoin de plus que ça, Madame Eugénie. Nous devons prouver qu'elle vous a trompé délibérément, qu'il y avait un plan prémédité pour vous dépouiller de vos biens. Et comment fait-on ça? Avec une enquête privée. Nous devons prouver qu'elle avait des dettes urgentes, qu'elle avait besoin de l'argent, qu'elle avait déjà des plans pour vendre votre maison avant que vous signiez les papiers. Ça va coûter de l'argent que je n'ai pas. Maître Beaumont a souri. Le même sourire qu'il faisait quand il allait me faire une grosse commande de tissu. Madame Eugénie, vous souvenez-vous des rideaux que vous m'avez faits il y a 2 ans? Ceux en soie brodée. Bien sûr que je m'en souviens. Ces rideaux ont fait l'admiration de tous mes clients. 3 personnes m'ont demandé qui les avait faits. Je dis toujours, Madame Eugénie, la meilleure fournisseuse de Lyon. Maître Beaumont, je suis déjà trop vieille pour travailler avec les tissus. Vous ne me comprenez pas, Madame Eugénie. Je vais prendre votre affaire sans rien faire payer, et je vais engager le meilleur enquêteur privé que je connaisse. Aussi sans que vous payiez. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Parce qu'en 10 ans de travail avec moi, vous ne m'avez jamais fait défaut. Vous ne m'avez jamais livré un travail mal fait. Vous n'avez jamais été en retard plus que promis. Vous ne m'avez jamais facturé plus que ce qu'on avait convenu. Dans un monde plein de menteurs et de profiteurs, vous avez toujours été une femme de parole. Il s'est levé de sa chaise et a marché jusqu'à la fenêtre. En plus, Madame Eugénie,
ce que votre fille a fait n'est pas seulement moralement mal, c'est un crime. Et je ne peux pas permettre que les gens profitent des personnes âgées de cette manière. Et quelles possibilités avons-nous? Bonne, très bonne, mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. Quoi que ce soit. Que vous allez suivre mes instructions à la lettre, que vous n'allez rien faire de votre côté, que vous allez me laisser m'occuper de tout légalement. Je promets. Parfait. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est obtenir toutes les preuves possibles. Mon enquêteur va examiner les finances de votre fille, ses réseaux sociaux, ses mouvements bancaires, tout. Et pendant ce temps, moi que fais-je? Vous allez jouer la vieille résignée. Vous allez faire semblant d'accepter tout ce qu'elle veut, que vous êtes d'accord pour aller à la maison de retraite, que vous comprenez que c'est le mieux pour vous. Faire semblant? Oui. Si elle soupçonne que vous vous battez légalement, elle peut accélérer la vente de votre maison, elle peut détruire des preuves, elle peut tout compliquer. Nous avons besoin qu'elle ait confiance, qu'elle croie qu'elle a déjà gagné. Maître Beaumont est retourné à son bureau et a sorti un petit magnétophone. Qu'est-ce que c'est? Votre assurance, Madame Eugénie. La prochaine fois que votre fille vient vous parler, vous allez enregistrer toute la conversation. Nous avons besoin qu'elle parle, qu'elle explique ses plans, qu'elle confirme ce qu'on sait déjà. C'est légal? Dans votre propre maison en enregistrant quelqu'un qui vous menace, parfaitement légal. Il m'a expliqué comment utiliser le magnétophone. C'était très petit, ça rentrait dans la poche de mon chemisier. Une chose de plus, Madame Eugénie. Ça va prendre du temps, des semaines, peut-être des mois. Êtes-vous prête pour ça? Maître Beaumont, j'ai attendu 50 ans pour amasser cet argent. Je peux attendre quelques mois pour le récupérer. Parfait. Mon enquêteur va commencer dès demain et vous allez commencer à jouer la meilleure actrice de Lyon. Je suis sortie de ce bureau en me sentant différente. Pour la première fois en 2 semaines, j'avais de l'espoir, j'avais un plan, j'avais de l'aide. Célestine pensait qu'elle avait gagné la partie, que sa maman était une vieille sans défense, qu'elle allait se taire pendant qu'elle volait tout ce qu'elle avait travaillé dans sa vie. Mais elle ne savait pas que sa maman avait des amis, de bons amis, des amis qui se souvenaient des faveurs, des amis qui savaient la différence entre le bien et le mal. Et elle ne savait pas que sa maman, à 73 ans, avait encore envie de se battre. La guerre ne faisait que commencer, et maintenant j'avais des armes pour me battre. Je suis arrivée à la maison cet après-midi-là avec un sourire sur le visage. Le premier vrai sourire que j'avais eu en semaine. Il était temps de commencer à jouer. Chapitre 5. Jouer une vieille résignée quand à l'intérieur on bout de colère est plus difficile qu'il n'y paraît, mon enfant. Mais j'avais décidé de suivre les instructions de Maître Beaumont à la lettre. S'il disait qu'il fallait que je fasse semblant, j'allais faire semblant mieux que les actrices des feuilletons. Le lundi matin, 3 jours après ma réunion avec l'avocat, Célestine est arrivée chez moi. Comme toujours, elle est arrivée sans prévenir, comme si elle était la propriétaire des lieux, ce qui techniquement, selon les papiers, elle était déjà. J'étais prête. J'avais le magnétophone dans la poche de mon chemisier bien caché. Maître Beaumont m'avait appris à l'allumer sans qu'on s'en aperçoive, juste en appuyant sur un petit bouton. « Salut, maman », m'a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. Elle portait des brochures à la main et ce sourire faux que je connaissais déjà très bien. « Salut, ma fille. Comment vas-tu? »« Très bien, maman. Je t'ai apporté des informations sur Villa Espérance, l'endroit dont je t'ai parlé. » Nous sommes entrés dans le salon. Elle s'est assise à sa place favorite, le fauteuil de mon Théodore. Je me suis assise en face avec le magnétophone qui fonctionnait. « Regarde, maman », m'a-t-elle dit, étalant les brochures sur la table. Je suis allée visiter l'endroit. Il est magnifique. Il y a des jardins, une salle de jeu, des activités pour les résidents. Les brochures paraissaient belles, ça je ne pouvais pas le nier. Mais je savais que ce n'était pas l'endroit où elle voulait vraiment m'envoyer. Ça paraît très bien, ma fille, ai-je dit, feignant l'intérêt. Et combien ça coûte? Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Avec l'argent que tu as économisé et ce qu'on va tirer de la vente de cette maison, tu peux payer beaucoup d'années. Voilà encore. L'argent que tu as économisé, comme s'il était encore à moi. Tu as déjà décidé de vendre la maison alors? Oui, maman. J'ai déjà parlé avec un agent immobilier. Il dit qu'il peut vendre rapidement, en 1 mois maximum. Pour combien? Pour 350 000 €. C'est un bon prix pour une maison de ce quartier. 350 000 €. Moins que ce que Raphaël avait calculé, mais suffisant pour qu'elle et son mari sortent des dettes et qu'il reste encore de l'argent. Écoute, maman, a-t-elle continué. Je sais que tout ça est difficile pour toi. Quitter la maison où tu as vécu avec papa, changer de vie à ton âge, mais c'est le mieux. Tu seras soigné, tu auras de la compagnie, tu ne seras pas seul. Oui,
Tu as raison, ma fille. Je suis déjà trop vieille pour m'occuper de cette si grande maison. Son visage s'est illuminé quand elle a entendu ça. Elle a pensé qu'elle avait finalement convaincu sa maman. Comme c'est bien que tu vois ça comme ça, maman. Je savais qu'à la fin tu comprendrais. Et quand serait le déménagement? Dans 2 semaines, samedi. J'ai déjà réservé ta place à Villa Espérance. C'est une très belle chambre avec vue sur le jardin. Sitôt? C'est que l'agent immobilier a déjà des acheteurs intéressés, et à Villa Espérance une place parfaite pour toi s'est libérée. Si on ne la prend pas maintenant, ils vont la donner à quelqu'un d'autre. Tout mensonge. Tout parfaitement planifié pour que je n'ai pas le temps de réfléchir, de me repentir, de chercher de l'aide. Je comprends, ma fille, si tu penses que c'est le mieux. Oui, c'est le mieux. Maman, tu vas voir que tu vas être très heureuse là-bas. Elle s'est levée et a marché dans le salon regardant les meubles, les photos, les choses qui avaient été ma vie avec mon Théodore. Qu'est-ce qui va arriver à toutes ces choses? On va garder le plus important. Les photos tiennes et de papa, quelques affaires personnelles. Le reste, eh bien, à Villa Espérance tu n'as pas besoin de tant de choses. Et mon matériel de la mercerie? Maman, tu n'en as plus besoin. À ton âge, tu ne peux plus faire de travaux lourds. Mon matériel, le matériel avec lequel j'avais travaillé pendant 20 ans, avec lequel j'avais fait des rideaux pour toute la ville, avec lequel j'avais entretenu ma famille. Tu as raison, ai-je dit, bien qu'à l'intérieur mon cœur se brisât. Je n'en ai plus besoin. Exactement. Je vais parler avec quelques jeunes couturières pour voir si elles sont intéressées. Comme ça au moins ça sert à quelque chose. Vendre mon matériel comme s'il s'agissait de ferraille, comme si 50 ans de travail ne signifiaient rien. Mais j'ai continué à jouer. Ça me paraît bien, ma fille. Tu sais ce que tu fais. Elle s'est rassise, mais maintenant elle paraissait plus détendue, plus sûre d'elle. Maman, il y a autre chose dont nous devons parler. Quoi? L'argent, ton argent. Voilà le bon. J'ai touché discrètement le bouton du magnétophone pour m'assurer qu'il fonctionnait. Qu'est-ce qui arrive avec mon argent? Comme tu le sais déjà, maintenant il est sur mon compte pour le protéger. Mais nous devons décider comment nous allons l'administrer. Comment nous allons l'administrer? Oui. Villa Espérance coûte 3 000 € par mois. Avec ton argent et celui de la vente de la maison, tu peux payer environ 15 ans, peut-être 20 si on administre bien. 3 000 € par mois, presque 4 fois plus que ce que coûtait l'endroit pas cher où elle voulait vraiment m'envoyer. Ça paraît bien, ma fille, mais il y a un problème? Maman, quel problème? Si l'argent est à ton nom, chaque mois nous devons faire des virements, remplir des papiers, aller à la banque. C'est très compliqué. Et à ton âge, avec les problèmes de mémoire que tu commences à avoir. Quel problème de mémoire? Maman, l'autre jour je t'ai demandé le nom de ton petit-fils et tu as mis du temps à t'en souvenir. Mensonge. Je me souvenais parfaitement du nom de mon petit-fils. Il s'appelait Lucas et il avait 12 ans. Tu as raison, ai-je dit. Parfois j'oublie des choses. Exactement. C'est pour ça qu'il vaut mieux que l'argent reste où il est, sur mon compte. Comme ça je peux payer Villa Espérance directement chaque mois sans complication. Et si j'ai besoin d'argent pour mes affaires personnelles? Tu me dis et je te donne ce dont tu as besoin. Mais ne t'inquiète pas, à Villa Espérance tout est inclus. Nourriture, médicaments, activités. Tu n'auras pas besoin de beaucoup d'argent. Voilà tout le plan, parfaitement clair. Elle allait garder mon argent pour l'administrer, mais moi je n'allais jamais le voir. Et si j'avais besoin de quelque chose, je devais demander la permission comme si j'étais une enfant. Ça me paraît bien, ma fille. Tu comprends ces choses mieux que moi. Oui, maman. Je suis comptable, c'est pour ça que j'ai étudié. Elle a étudié avec mon argent, pour voler mon argent. Et Augustin, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Augustin est d'accord. J'ai parlé avec lui la semaine dernière. Il pense aussi que c'est le mieux pour toi. Tu lui as parlé de Villa Espérance? Oui, j'ai envoyé des photos. Il a adoré. Il dit que ça ressemble à un endroit où tu vas être très heureuse. Plus de mensonges. Augustin avait vu des photos de Villa Espérance, pas de l'endroit pas cher où elle voulait vraiment m'envoyer. Et quand va-t-il venir me rendre visite? Ah, maman, tu sais comment est Augustin. Il est très occupé avec son travail à Marseille, mais il dit que dès que tu seras installé, il va venir connaître l'endroit. À ce moment-là, il serait trop tard. Quand Augustin se rendrait compte de ce qui s'était vraiment passé, je serais déjà enfermé dans un hospice pas cher, sans argent, sans maison, sans rien. Bon, ma fille, ai-je dit en me levant du canapé. Si toi et Augustin vous pensez que c'est le mieux, alors c'est bien.
Elle s'est levée aussi avec un énorme sourire sur le visage. Comme c'est bien que tu l'acceptes comme ça, maman. Je savais qu'à la fin tu comprendrais. Elle a marché jusqu'à la porte, mais avant de sortir elle s'est retournée. Ah, maman, encore une chose. Quoi? Ne raconte à aucun des voisins Villa Espérance pour l'instant. Tu sais déjà comment les gens sont bavards. Il vaut mieux qu'ils le sachent seulement quand tu seras déjà installé. Elle ne voulait pas que les voisins le sachent parce qu'elle savait qu'ils allaient poser des questions. Ils allaient vouloir savoir pourquoi je partais, où j'allais, si je voulais vraiment y aller. Comme tu veux, ma fille. Parfait. Je te vois samedi tôt pour t'aider à ranger tes affaires. Et elle est partie. Elle est partie en pensant qu'elle avait complètement gagné, que sa maman stupide avait accepté tout son plan sans questionner. À peine j'ai fermé la porte, j'ai éteint le magnétophone. 40 minutes de conversation où elle avait avoué tout, ses plans, ses mensonges, ses vraies intentions. 40 minutes qui allaient lui coûter très cher. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Beaumont et j'ai tout raconté. Parfait, Madame Eugénie. Avec cet enregistrement, nous avons une preuve claire de tromperie et d'abus de confiance. Demain, nous allons l'écouter en entier et nous allons préparer la plainte. Nous avons déjà suffisant? Presque. Mon enquêteur a trouvé d'autres choses. Célestine a demandé 3 prêts différents le mois dernier, tous refusés pour son mauvais historique de crédit. Et nous avons trouvé les contrats du vrai endroit où il voulait envoyer. Quel vrai endroit? Ça s'appelle Résidence Saint-Joseph, 800 € par mois. Une petite chambre sans salle de bain privée, 2 repas par jour. Rien à voir avec Villa Espérance. 800 €. Même pas les 800 que Raphaël avait calculés. Maître Beaumont, ai-je dit, je veux que cette fille paie pour tout ce qu'elle m'a fait. Elle va payer, Madame Eugénie. Nous allons récupérer tout ce qu'elle a volé, et en plus elle va devoir payer des dommages-intérêts. Elle va apprendre qu'avec les mères on ne plaisante pas. J'ai raccroché le téléphone cette nuit-là en me sentant mieux qu'en semaine. Célestine pensait que samedi elle allait me sortir de ma maison pour toujours, mais samedi elle allait avoir la surprise de sa vie. Le vendredi soir je n'ai pas réussi à dormir, non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que j'étais excitée. Après 3 semaines que ma propre fille me traite comme une vieille inutile, le moment de vérité était enfin arrivé. Maître Beaumont avait travaillé toute la semaine. Son enquêteur avait trouvé tout ce dont nous avions besoin, les dettes de Célestine, les prêts refusés, les photos sur les réseaux sociaux dépensant mon argent, les contrats de l'hospice pas cher, tout. Et le mieux de tout, il avait obtenu une ordonnance judiciaire pour geler mon argent. Célestine ne pouvait pas toucher un centime jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Madame Eugénie, m'avait-il dit jeudi, demain va être un jour très spécial. Êtes-vous prête? Plus prête que jamais, Maître Beaumont. Le plan était parfait. Célestine allait arriver à 9 h du matin comme nous l'avions convenu, mais elle n'allait pas trouver une vieille résignée rangeant ses affaires. Elle allait trouver une surprise qu'elle n'oublierait jamais. Le samedi je me suis levée à 6 h comme toujours, mais ce matin-là mon café avait un goût différent, un goût de victoire. À 8 h Maître Beaumont est arrivé avec 2 autres personnes, un huissier de justice et l'enquêteur privé. Raphaël est aussi arrivé, il ne voulait pas manquer le spectacle. Comment vous sentez-vous, Madame Eugénie? M'a demandé Maître Beaumont, comme si c'était mon anniversaire et Noël en même temps. À 8 h 50, mon téléphone a sonné. C'était Célestine. Maman, j'arrive déjà. Tu as tes affaires rangées? Oui, ma fille, tout est prêt. Parfait. Dans 2 heures, tu seras installée dans ton nouveau foyer. Si elle avait su quel nouveau foyer l'attendait. À 9 h, précise, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte avec ma meilleure tête de vieille résignée. Salut, maman. Prête pour ta nouvelle vie? Salut, ma fille. Oui, prête. Elle est entrée dans le salon et c'est là qu'elle a perdu son sourire. Parce qu'il y avait Maître Beaumont, l'huissier de justice, l'enquêteur et Raphaël. Qui sont ces personnes, maman? Célestine, ai-je dit. Et pour la première fois en 3 semaines, j'ai utilisé ma vraie voix, ma voix de femme qui ne se laisse pas faire. Je te présente Maître Beaumont, mon avocat. Elle est devenue pâle comme du papier. Votre avocat? Pourquoi avez-vous besoin d'un avocat? Maître Beaumont s'est levé et a tendu des papiers. Mademoiselle Moreau, je suis l'avocat de votre mère et j'ai une ordonnance judiciaire pour récupérer tous les biens que vous lui avez volés. Volés? Je n'ai rien volé. Ma maman m'a tout donné volontairement. Volontairement, ai-je dit. Volontairement après que tu m'aies trompé, après que tu m'aies dit que c'était pour me protéger. Maman, tu ne comprends pas? Tout ce que j'ai fait c'était pour ton bien. Pour mon bien? J'ai sorti le magnétophone de ma poche. Comme quand tu m'as dit que l'argent que j'ai travaillé 50 ans maintenant était à toi.
J'ai appuyé sur play du magnétophone. Sa propre voix a rempli le salon. Maman, tu as peut-être travaillé toute ta vie, mais ton argent maintenant est à moi et cette maison aussi. C'est comme ça. Son visage a complètement changé. Elle n'était plus la fille douce qui faisait semblant de s'occuper de maman. Maintenant, c'était la vraie Célestine. C'est hors contexte, a-t-elle dit. Hors contexte? L'enregistrement a continué avec sa voix. Comme tu le sais déjà, maintenant il est sur mon compte pour le protéger, mais l'argent va rester où il est, sur mon compte. Comme ça je peux payer Villa Espérance directement chaque mois. Villa Espérance? A demandé l'enquêteur. Vous ne vous référez pas à la résidence Saint-Joseph? L'endroit que vous aviez vraiment contracté pour votre mère pour 800 € par mois. Célestine s'est tournée vers lui comme si elle avait vu un fantôme. Comment vous savez ça? Parce que je suis enquêteur privé, mademoiselle, et j'ai trouvé vos contrats. J'ai aussi trouvé les photos que vous avez postées sur Facebook dépensant l'argent de votre mère dans des restaurants chers, des bijoux et des vêtements de marque. Il a montré les impressions de ses propres photos des réseaux sociaux. J'ai aussi trouvé vos dettes, a continué l'enquêteur. 530 000 € entre hypothèque, carte de crédit et prêt personnel. Ça c'est privé. Quand c'est lié à un crime d'abus de confiance, a dit Maître Beaumont. Et maintenant je vais t'expliquer ce qui va se passer. Il a sorti d'autres papiers de son dossier. Premièrement, cette ordonnance judiciaire gèle immédiatement tout l'argent que vous avez volé du compte de votre mère. Vous ne pouvez pas toucher un centime. Vous ne pouvez pas faire ça. Deuxièmement, cette autre ordonnance judiciaire annule tous les documents que votre mère a signés sous tromperie. La maison redevient à elle. C'est impossible. Les papiers sont bien faits. Les papiers sont bien faits, mais ils ont été obtenus par fraude. Votre mère a des témoins que vous l'avez trompée et nous avons l'enregistrement ou vous-même. Confessez vos vraies intentions. Célestine s'est laissée tomber sur le canapé. Elle n'était plus la femme sûre d'elle qui était arrivée 1 heure avant. Troisièmement, a continué Maître Beaumont, nous avons des preuves que vous avez planifié tout cela des semaines à l'avance. Les visites préalables pour convaincre votre mère, les contrats avec l'hospice pas cher, les devis pour vendre la maison. Et quatrièmement, suis-je intervenu. Maintenant toute la famille va savoir quel genre de personne vous êtes vraiment. Quelle famille? À ce moment-là la sonnette a retenti. C'était Augustin, mon fils cadet. Maître Beaumont l'avait contacté et lui avait expliqué toute la situation. Quand Augustin est entré et a vu la scène, il a immédiatement compris ce qui se passait. « Est-ce que c'est vrai tout ce que l'avocat m'a dit au téléphone » m'a-t-il demandé. « Chaque mot » ai-je répondu. Augustin s'est tourné vers sa sœur avec une tête que je ne lui avais jamais vue. « Comment as-tu pu faire ça à maman ?»« Augustin, tu ne comprends pas. Maman est déjà vieille. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Maman va parfaitement bien. Ce qu'elle avait besoin c'est que sa fille s'occupe d'elle, pas qu'elle la vole. Je ne l'ai pas volée. » Ah, non? Augustin était furieux. Alors qu'est-ce que tu as fait avec elle? Pourquoi son argent est sur ton compte? Pourquoi tu allais vendre sa maison sans me demander? Célestine est restée silencieuse. Elle n'avait pas de réponse qui ne soit pas des mensonges. Et autre chose, a continué Augustin. Tu m'as envoyé des photos de Villa Espérance, un endroit qui coûte 3 000 € par mois. Mais l'avocat m'a montré le contrat du vrai endroit. 800 €. Où allaient passer les autres 2200? Silence total. Ils allaient passer dans votre poche, n'est-ce pas? Comme tout le reste. Maître Beaumont s'est approché de Célestine. Mademoiselle Moreau, je vais t'expliquer quelles sont vos options. Vous pouvez rendre immédiatement tout l'argent de votre mère et signer l'annulation des documents volontairement. Ou vous pouvez attendre que le juge décide et alors non seulement vous allez devoir tout rendre, mais vous allez aussi payer une amende considérable et vous pouvez faire face à des accusations criminelles pour abus de confiance. Des accusations criminelles? Voler une personne âgée par tromperie est un crime grave en France. Vous pouvez aller en prison. Célestine a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de repentir, c'était des larmes de colère parce que son plan avait échoué. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit entre sanglots. Je voulais seulement aider ma maman. M'aider? Je me suis levée du canapé. M'aider en m'envoyant dans un hospice pas cher pendant que tu dépensais mon argent en luxe? M'aider en mentant à ton frère? M'aider en essayant de vendre la maison où j'ai vécu avec ton père? Maman, ne m'appelez plus maman. Une maman c'est quelqu'un qu'on respecte, dont on s'occupe, qu'on aime, pas quelqu'un dont on profite. Augustin s'est approché d'elle. Célestine, tu as 2 options.
Tu fais ce que dit l'avocat tout de suite ou moi personnellement je vais me charger que toute la famille sache ce que tu as fait à maman. Cousins, oncles, tous. Et tous les voisins aussi, a ajouté Raphaël. Parce que moi je vais me charger que dans ce quartier tout le monde sache quel genre de fille tu es. Célestine a essuyé ses larmes et nous a tous regardés avec haine. D'accord. Je vais signer les papiers, mais pas parce que je regrette, mais parce que vous ne me laissez pas d'autre choix. Peu importe pourquoi vous le faites, ai-je dit. L'important c'est que vous le fassiez. Maître Beaumont a sorti les documents finaux. Ici vous devez signer pour rendre tout l'argent au compte de votre mère, ici pour annuler les pouvoirs qu'elle vous avait donnés et ici pour transférer la maison de nouveau à son nom. Célestine a signé chaque papier comme si on lui arrachait les dents. Quand elle a fini, Maître Beaumont a rangé tous les documents. Parfait. Lundi matin, tout l'argent sera de retour sur le compte de Madame Eugénie et la maison est déjà légalement à son nom de nouveau. Célestine s'est levée pour partir, mais avant d'arriver à la porte, elle s'est retournée. Maman, un jour vous comprendrez que je ne voulais que le mieux pour vous? Célestine, ai-je dit. Un jour tu comprendras que le mieux pour moi était d'avoir une fille qui m'aime vraiment, pas qui me vole. Et elle est partie. Elle est sortie de ma maison sachant qu'elle avait tout perdu. L'argent, la maison, le respect de son frère et pour toujours l'amour de sa mère. Quand la porte s'est fermée, je me suis assise sur mon canapé et j'ai respiré profondément. Pour la première fois en 3 semaines, je me sentais libre de nouveau. Le lundi matin, je suis allée à la banque comme si c'était le jour le plus important de ma vie, et peut-être que c'était le cas. Maître Beaumont m'a accompagnée pour s'assurer que tout soit en ordre. Madame Eugénie, m'a dit le même caissier qui 3 semaines avant m'avait donné la pire nouvelle de ma vie. Votre compte a été réactivé, et tous vos fonds ont été déposés. Combien y a-t-il, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. 85 000 € plus les intérêts générés. Au total, 85 600 €. 600 € de plus que ce que j'avais avant. Célestine avait dû payer jusqu'aux intérêts de son vol. Voulez-vous votre relevé imprimé? M'a demandé le caissier. Oui, s'il vous plaît. Quand j'ai vu ces chiffres sur le papier, quand j'ai vu que mon compte avait de nouveau de l'argent, quand j'ai vu que mon nom était de nouveau comme unique titulaire, j'ai eu envie de pleurer, mais cette fois de bonheur. Nous sommes sortis de la banque et Maître Beaumont a posé la main sur mon épaule. Comment vous sentez-vous, Madame Eugénie? Comme si j'étais née de nouveau, Maître Beaumont. Ce n'est que le début. Célestine va aussi devoir payer des dommages moraux pour la souffrance qu'elle vous a causée. Nous parlons d'au moins 20 000 € de plus. 20 000 € de plus. De l'argent qu'elle allait devoir sortir de ses propres poches pour me payer. Et qu'est-ce qui va arriver avec ces dettes? Ça ce n'est plus notre problème, Madame Eugénie. Elle s'est mise dans ce trou. Elle va devoir en sortir comme elle peut. Pendant les jours suivants, j'ai commencé à comprendre les vraies conséquences de ce qui s'était passé. Célestine n'avait pas seulement perdu mon argent, elle avait perdu beaucoup plus. Augustin m'a appelé mardi soir. Maman, j'ai parlé avec Célestine aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Que tout ça était exagéré, que tu jouais la victime, qu'elle avait seulement essayé de t'aider. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que si ça s'était aidé, je ne voulais pas savoir comment c'était quand quelqu'un essayait de lui faire du mal. Et j'ai dit qu'elle ne me contacte plus jusqu'à ce qu'elle te demande pardon. Tu n'as pas vraiment besoin de te disputer avec ta sœur pour moi, mon fils. Je ne me dispute pas pour toi, maman. Je me dispute pour ce qui est juste et ce qui est mal. Et ce qu'elle a fait était très très mal. Mercredi, mon compère Raphaël m'a appelé. Eugénie, as-tu déjà vu les réseaux sociaux de Célestine? Non, compère, je ne regarde plus. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Cet après-midi, j'ai demandé à ma voisine Geneviève de m'aider à voir le Facebook de Célestine. Ce que j'ai vu m'a surprise. Elle avait effacé toutes les photos des restaurants chers, des bijoux, des luxes. Elle avait tout effacé qui montrait qu'elle dépensait de l'argent. Son profil maintenant ressemblait à celui d'une personne normale, mais le plus intéressant étaient les commentaires que les gens avaient laissés sur ses anciennes photos avant qu'elle les efface. Célestine, c'est vrai ce que ma commère m'a raconté, que tu as volé ta mère. Ma tante dit que tu as expulsé ta mère de chez elle. C'est vrai? Pourquoi tu as effacé toutes les photos de tes dîners chers? C'était de l'argent volé. La nouvelle s'était répandue dans tout le quartier, dans toute la famille, dans toutes ses connaissances. Jeudi, Madame Carmen, ma voisine, est arrivée chez moi. Madame Eugénie, c'est vrai que votre fille voulait vous envoyer dans un hospice pas cher pour voler votre argent? C'est vrai, Madame Carmen. Quelle barbarie! Comment c'est possible qu'une fille fasse ça à sa propre mère? Je ne sais pas, Madame Carmen. Moi non plus je n'arrive pas à y croire. Eh bien sachez que les gens parlent beaucoup de l'affaire.
Tout le marché est au courant. Personne ne peut croire que la fille de la couturière la plus honnête du quartier ait fait quelque chose comme ça. La couturière la plus honnête du quartier. 50 ans de travail, tenant parole, aidant les gens quand je pouvais, et c'était la reconnaissance que me donnait la communauté. Vendredi est arrivé quelque chose que je n'attendais pas, une lettre de la banque où travaillait Célestine. La lettre disait qu'à cause d'irrégularités dans sa conduite personnelle qui affectaient l'image de l'institution, ils avaient décidé de mettre fin à son contrat de travail. Ils l'avaient renvoyée de la banque pour ce qu'elle m'avait fait. Cet après-midi-là, maître Beaumont m'a appelé. Madame Eugénie, j'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises? Pour vous, bonnes. Pour Célestine, pas tellement. Son employeur a su ce qui s'est passé et l'a renvoyée. Et son mari, eh bien, lui aussi a des problèmes au travail. Quel genre de problème? Il travaille dans une entreprise de comptabilité. Quand ils ont su que sa femme avait commis une fraude financière contre sa propre mère. Disons qu'ils ont commencé à questionner s'ils pouvaient lui faire confiance avec l'argent des clients. Les conséquences s'étendaient comme des ondulations dans un lac. Ce n'était pas seulement Célestine qui payait, c'était toute sa famille. Samedi, une semaine après la confrontation, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. Maman, c'était Célestine. Sa voix sonnait différemment, cassée, fatiguée. Qu'est-ce que tu veux, Célestine? Maman. Ils m'ont renvoyé du travail. Je sais. L'avocat me l'a dit. Il y a eu un long silence. Maman, j'ai besoin de demander une faveur. Une faveur? Après tout ce que tu m'as fait? Maman, s'il te plaît. Je suis désespérée. Sans mon travail, je ne peux pas payer les cartes. Les banques me pressent. J'ai besoin. Tu as besoin de quoi, Célestine? J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après m'avoir volé, après avoir voulu m'envoyer dans un hospice, après avoir menti à toute la famille, elle me demandait de l'argent en prêt. Célestine, ai-je dit avec tout le calme du monde. Tu as peut-être travaillé toute ta vie à la banque, mais maintenant que tu n'as plus de travail, l'argent continue d'être à moi. Ses propres mots. Je les lui ai rendus exactement comme elle me les avait dit. Maman, ne sois pas cruelle. Je ne suis pas cruelle, Célestine. Je suis juste. Tu te souviens de la justice? Tu te souviens des conséquences? Maman, s'il te plaît. Célestine, quand tu as décidé de me voler, tu savais qu'il y avait des conséquences. Quand tu as décidé de mentir, tu savais qu'il y avait des conséquences. Quand tu as décidé de traiter ta mère comme si elle était un fardeau, tu savais qu'il y avait des conséquences. Mais, maman, maintenant tu vis ces conséquences et ce n'est pas mon problème. Tu ne vas pas m'aider? Je vais te donner le même genre d'aide que tu me donnais. Je vais t'envoyer dans un endroit pas cher où il s'occupe de toi et je vais t'administrer ton argent. Ça te paraît bien? Elle est restée silencieuse. Ça ne te paraît pas bien? Comme c'est étrange. À moi non plus ça ne me paraissait pas bien quand tu voulais me faire ça. Maman, je suis ta fille. Les filles s'occupent de leur mère, Célestine. Elles ne les volent pas. Tu as décidé de ne plus être ma fille quand tu as décidé de me voler. Maintenant vis avec cette décision. Et j'ai raccroché le téléphone. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma cuisine buvant mon café comme toujours. Mais tout était différent. Mon argent était sur mon compte, ma maison était à moi de nouveau et ma dignité était revenue. Célestine payait le prix de ses actions et j'étais en paix avec ça. Parce que parfois, mon enfant, la justice ne vient pas du ciel. Parfois il faut la construire avec patience, avec intelligence et avec l'aide de bonnes personnes. Et quand elle arrive finalement, elle a meilleur goût que n'importe quelle vengeance. Chapitre 9. Un mois après que j'ai récupéré tout ce qui était à moi, je pensais que l'histoire était finie, que Célestine avait appris sa leçon, que j'avais récupéré ma paix et que chacun suivrait son chemin. Mais la vie parfois vous surprend quand vous vous y attendez le moins. C'était un mardi après-midi. J'étais dans ma mercerie finissant des rideaux que m'avait demandé la dame du bout de la rue quand j'ai entendu qu'on frappait à la porte de ma maison. Je suis allée ouvrir et elle était là, Célestine. Mais ce n'était pas la Célestine surdelle et arrogante qui était venue me voler des mois auparavant. C'était une autre personne. Elle paraissait plus maigre, plus pâle. Elle portait des vêtements simples, pas les robes chères qu'elle aimait porter. Et dans ses yeux il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu avant, une vraie humilité. « Salut, maman », m'a-t-elle dit d'une voix très basse. « Qu'est-ce que tu fais ici, Célestine ?»« Je suis venue te parler, si tu me laisses. » Je suis restée debout à la porte, sans décider si je la laissais rentrer ou pas. « Parler de quoi ? Te demander ton pardon, mais un vrai pardon.
Je l'ai vue là debout attendant ma réponse et pour la première fois en moi je n'ai pas vu en elle la femme calculatrice qui avait essayé de me voler. J'ai vu ma fille, la petite que j'avais portée dans mes bras quand elle était petite. Entre, ai-je dit. Nous sommes entrés dans le salon. Elle s'est assise au bord du canapé comme si elle ne se sentait pas à l'aise d'être là. Maman, je sais que je n'ai pas le droit d'être ici après ce que j'ai fait. Non, tu n'as pas le droit. Mais j'avais besoin de venir. J'avais besoin que tu saches que je regrette tout. Tu regrettes parce qu'on t'a attrapé ou parce que tu as compris ce que tu as fait. Elle est restée silencieuse un long moment. Au début j'étais en colère que tu m'aies dénoncé. Je pensais que tu exagérais, que j'avais seulement essayé d'aider. Et maintenant? Maintenant je comprends ce que j'ai vraiment fait. Je t'ai volé, maman. J'ai volé ma propre mère, la femme qui a travaillé toute sa vie pour me donner tout ce que j'ai eu. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais cette fois ce n'étaient pas les fausses larmes qu'elle avait pleurées le jour du jugement. Celles-ci paraissaient vraies. Tu sais ce qui me fait le plus mal? M'a-t-elle demandé. Quoi? Que j'ai perdu ma maman, que pour de l'argent j'ai perdu la femme la plus importante de ma vie. Célestine, je ne suis allée nulle part. C'est toi qui as décidé de me voler. Je sais, et je sais que probablement tu ne me pardonneras jamais, mais j'avais besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai fait, que je comprends pourquoi tu m'as puni comme tu m'as puni. Comment je t'ai puni? Je n'ai fait que récupérer ce qui était à moi. Non, maman. La punition n'a pas été que tu récupères ton argent. La punition a été de perdre ton respect, de perdre ton amour. Elle a essuyé ses larmes avec la main. Tu sais ce qui a été le plus difficile, c'est moi? Quoi? Vivre en sachant que ma propre mère me voit comme une voleuse, parce que c'est ce que je suis, n'est-ce pas? Une voleuse qui a volé sa maman. Je n'ai pas répondu parce que c'était la vérité et nous le savions toutes les deux. Maman, j'ai perdu mon travail. Michel et moi nous divorçons. J'ai dû vendre ma voiture pour payer des dettes. J'habite dans un petit appartement que j'arrive à peine à payer. Et tout ça s'est passé pourquoi? Parce que j'ai voulu vivre une vie que je ne pouvais pas payer. Parce qu'au lieu de demander ton aide honnêtement, j'ai décidé de voler. Célestine, si tu m'avais dit que tu avais des problèmes d'argent, je t'aurais aidé, pas avec 85 000 €, mais avec ce que je pouvais. Je sais, et c'est ce qui me fait le plus mal, que j'ai tout détruit pour rien, que j'aurais pu avoir ton aide, mais j'ai préféré ton argent. Elle s'est levée du canapé et a marché jusqu'à la porte. Maman, je ne suis pas venue demander que tu me pardonnes. Je sais que ça va prendre beaucoup de temps, peut-être que ça n'arrivera jamais. Je suis venue te dire que tu as raison de ne pas me pardonner. Quoi? Ce que j'ai fait n'a pas de pardon. Et si j'étais à ta place, moi non plus je ne me pardonnerais pas. Elle s'est arrêtée à la porte et s'est retournée une dernière fois. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je suis fière que tu sois ma maman. Je suis fière que tu ne te sois pas laissé faire. Je suis fière que tu m'aies appris que les actions ont des conséquences. Fière? Oui, maman, parce que tu m'as appris quelque chose que personne d'autre ne m'avait appris. Que peu importe qui tu es, si tu fais quelque chose de mal, tu dois le payer. Même si tu es la fille. Elle est restée là debout un moment de plus. Et je veux que tu saches que bien que j'ai perdu le droit d'être ta fille, tu ne cesseras jamais d'être ma maman. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être digne de ce titre de nouveau. Et elle est partie. Elle est partie sans me demander d'argent, sans me demander de faveur, sans me demander que je l'aide. Elle est partie seulement après m'avoir dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre, la vérité. Je suis restée là debout à la porte, regardant comme elle s'éloignait dans la rue. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti en moi. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était l'espoir. L'espoir qu'un jour ma fille puisse redevenir la personne que j'avais élevée. Peut-être. Épilogue 6 mois après que tout ait commencé, me voilà assise dans ma cuisine buvant mon café du matin comme toujours. Mais tout est différent maintenant. Mon argent est sur mon compte où il doit être. Ma maison continue d'être à moi et moi, je suis redevenue la femme que j'avais été toute ma vie, quelqu'un qui ne se laisse faire par personne. Vous savez ce que j'ai appris c'est moi, mon enfant? Que l'âge ne vous rend pas sans défense, qu'avoir 73 ans ne signifie pas qu'il faut accepter tout ce qu'on vous fait, que tant qu'on a l'esprit clair et le cœur fort, on peut se battre pour ce qui est à nous. Célestine est venue 2 fois de plus après cette première visite. Pas pour me demander de l'argent ni des faveurs, seulement pour parler, pour demander comment je vais, pour me raconter qu'elle travaille dans un nouvel endroit, gagnant moins, mais vivant honnêtement. L'ai-je déjà pardonné? Non. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne comme ça sans plus parce que quelqu'un s'excuse. Le pardon se gagne avec des actions, avec du temps, en démontrant qu'on a vraiment changé. Mais je lui ai donné quelque chose que je ne pensais pas que je donnerais jamais. Une opportunité,
une opportunité de démontrer qu'elle peut redevenir vraiment ma fille. Augustin vient me voir souvent. Il amène Lucas, mon petit-fils, ce garçon de 12 ans qui va avoir de l'argent pour étudier grâce à la trahison de sa tante. Ironie de la vie, n'est-ce pas, grand-mère? M'a dit Lucas la semaine dernière. Papa m'a raconté ce que tante Célestine a fait. Et qu'est-ce que tu en penses? Que c'était très mal, mais aussi que je suis fière que tu ne te sois pas laissé faire. 12 ans et il comprend déjà ce que signifie la dignité. Ça me donne de l'espoir. Maître Beaumont continue d'être mon avocat et mon ami. De temps en temps il vient prendre le café avec moi. Il me dit que mon affaire est devenue célèbre dans son cabinet, que d'autres personnes âgées sont arrivées avec des problèmes similaires demandant de l'aide. Madame Eugénie, m'a-t-il dit récemment, vous êtes devenue un exemple. Les gens réalisent qu'ils n'ont pas à se taire quand on les maltraite. Un exemple. À mes 73 ans, je suis devenue un exemple que ce n'est jamais trop tard pour se défendre. Vous savez ce qui est le plus important que j'ai appris de tout ça? Que la famille ne se définit pas seulement par le sang. Elle se définit par le respect, par l'amour vrai, par prendre soin les uns des autres. Célestine était ma fille de sang, mais le jour où elle a décidé de me voler, elle a cessé d'être ma famille. Augustin a continué d'être mon fils parce qu'il m'a soutenu quand j'en avais le plus besoin. Maître Beaumont est devenu plus famille que ma propre fille parce qu'il m'a aidé quand personne d'autre ne le pouvait. La vraie famille, c'est celle qui est avec vous dans les moments difficiles, celle qui vous défend quand d'autres vous attaquent, celle qui vous respecte même si vous avez 73 ans et que certains pensent que vous ne servez plus à rien. Maintenant, chaque matin quand je me lève, je me regarde dans le miroir et je vois une femme qui ne s'est pas laissée faire, qui s'est battue pour ce qui était à elle et a gagné, qui a appris à tous que le respect n'a pas d'âge. Est-ce que ça a été facile? Non. Il y a eu des nuits où je n'ai pas réussi à dormir. Il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner. Il y a eu des moments où j'ai pensé que j'étais peut-être trop vieille pour tant de problèmes. Mais chaque fois que je voulais baisser les bras, je me souvenais de mon Théodore. Je me souvenais de tout ce que nous avions travaillé ensemble. Je me souvenais que cet argent n'était pas seulement à moi, il était à nous deux. Il était de 50 ans d'aube, de sacrifice, de rêves accomplis centime par centime. Et je me souvenais de quelque chose de plus important, que si je me laissais faire cette fois, j'allais continuer à me laisser faire le reste de ma vie. Maintenant je vis tranquille, non pas parce que je n'ai pas de problème, mais parce que je sais que si les problèmes arrivent, je saurai les affronter comme je l'ai fait cette fois, comme je le ferai les fois où ce sera nécessaire. Parce que vous savez quoi, mon enfant? La dignité ne se négocie pas, le respect ne se donne pas gratuitement et ce qui est à vous est à vous. Peu importe si vous avez 20 ans ou 73. Si quelqu'un essaie de prendre ce que vous avez travaillé. Toute votre vie, ne vous taisez pas. Cherchez de l'aide, battez-vous. Montrez que même si vous êtes plus âgé, vous continuez d'être fort. Et si vous êtes jeune et que vous écoutez ceci, apprenez quelque chose. Respectez vos aînés, non pas parce qu'ils sont âgés, mais parce qu'ils ont gagné ce respect avec des années de travail et de sacrifice. Et enfin, si vous avez des parents ou des grands-parents, occupez-vous d'eux vraiment. Ne faites pas semblant de vous en occuper pendant que vous planifiez de les voler. Ne les voyez pas comme un fardeau ou comme un embarras. Voyez-les comme ce qu'ils sont, les personnes qui ont rendu possible que vous soyez ici, les personnes qui ont travaillé toute leur vie pour vous donner ce que vous avez eu, les personnes qui méritent de vivre leurs dernières années en paix, avec dignité et avec l'amour de leur famille. Parce qu'à la fin du jour, mon enfant, nous allons tous vieillir. Et le traitement que vous donnerez aux plus âgés aujourd'hui est le traitement que vous recevrez demain. Et maintenant je prends congé. Mais avant de m'en aller, dites-moi, si c'était vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Et dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez, parce que cette histoire doit arriver dans tous les coins de ce monde pour que personne ne se taise quand on le maltraite, pour que personne ne croie que parce qu'il est plus âgé, il doit accepter n'importe quoi. Jusqu'ici mon histoire, compère. L'histoire d'une vieille qui ne s'est pas laissée faire.